Bonjour, nous sommes le mercredi 28 juillet 2021. Et si ceci n'est pas la première vidéo de moi que vous regardez, vous savez que je l'ai fait avec une périodicité tout à fait imprévisible pour vous et pour moi. Pourquoi? Parce que c'est selon l'inspiration du moment. Il y a une époque où je faisais ça régulièrement le vendredi, j'appelais ça le temps qu'il fait. Déjeuner à date, et puis l'actualité, en particulier l'actualité financière, et puis surtout l'actualité aux États-Unis, avec la venue de M. Trump, m'a conduit à simplement faire des vidéos quand ça me venait, et j'avais abandonné la formule de la vidéo faite tous les vendredis. Et depuis, je dépends essentiellement de l'actualité. Il y a deux actualités, il y a celle du monde autour de moi, et puis il y a la mienne personnelle. Parfois j'ai envie de parler de choses qui n'ont rien à voir avec comme le fait de terminer un bouquin, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le monde autour. Même quand c'est un thème d'actualité, c'est une question d'être content d'un texte qu'on a écrit. Et en me réveillant ce matin, je me suis dit qu'il y avait 4 choses dont je voulais parler, mais 4 choses dont j'ai pas mal de choses à dire. Donc je vais faire 4 vidéos plutôt que d'essayer de mettre tout ça, de pousser tout ça dans une seule vidéo qui fera 1 heure et que vous aurez moins tendance à regarder. Je vais faire 4 vidéos. La première, celle d'aujourd'hui, ça va être un point sur le Covid-19. Les 3 autres thèmes dont j'ai envie de vous parler, il y en a qui est vraiment d'actualité, c'est d'actualité du monde autour de moi. C'est le début de la commission, des réunions de la commission consacrée aux événements du 6 janvier, la tentative de coup d'État aux États-Unis qui s'est manifestée par une prise d'assaut par une foule de 9000 personnes du Capitole, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et la commission, je vous parlerai de ça en détail demain ou après-demain, s'est réunie pour la première fois hier, et il y a eu 4 témoignages de policiers qui faisaient partie du service d'ordre du Capitole au moment de l'invasion, de la prise d'assaut. C'est très intéressant. Il y a eu des témoignages qui vont apparaître dans les textes les plus importants de l'histoire des États-Unis. On oublie toujours dans un pays que l'histoire est en train de se faire et qu'il y a des choses de qualité plus ou moins fortes qui apparaissent. Mais je vous dis, je ne vous parle pas de ça en détail aujourd'hui. Je vais attendre qu'il y ait encore d'autres auditions et je vous ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Les 2 autres thèmes dont je voudrais vous parler, là, j'appellerais ça le double deuil. Et bon, c'est une réflexion de type plutôt psychanalytique. Et l'autre chose dont je vais vous parler, c'est d'un livre. Vous m'avez vu l'écrire parce que je l'ai publié en feuilleton. Et le dernier feuilleton, oui, le dernier épisode paraîtra, je ne sais pas, demain ou après-demain. Et donc j'ai terminé ce texte, et là je voudrais un peu le présenter et expliquer ce que j'ai voulu faire. Mais aujourd'hui, donc, voilà, on va se limiter à Covid-19. Où est-ce qu'on en est? En France, on parle de 4e vague, et on a raison. Je regardais les derniers chiffres déclarés pour les nouveaux cas. On est de nouveau de l'ordre de 25 000 par jour. 25 000, c'est beaucoup pour la France. Donc on revient à un état de véritable crise. Bon. En France, j'ai l'impression, et je regarde les journaux, on parle du Covid-19 en France comme quelque chose qui n'arrive, c'est le provincialisme classique, comme si c'était comme ça, dans un vide. On ne parle pas de ce qui se passe ailleurs, on oublie qu'il y a des frontières et que ce qui se passe en France dépend très fort de ce qui se passe dans les pays avec lesquels non seulement des frontières, mais aussi les pays dans lesquels on a des trains qui circulent. Bon, ceux-là, ils viennent nécessairement d'une frontière, mais les avions, ils font des grands sauts, vous êtes au courant, et on peut avoir un avion qui vient de Katmandou qui vient atterrir quelque part en France. Donc les deux, la situation mondiale, au niveau mondial, on est dans une 4e vague. Elle n'est pas encore de l'ordre de grandeur de celle des précédentes.
quand on regarde. Elle est de l'ordre du tiers, de la moitié. En France, on est avec 25 000 nouveaux cas par jour. Là, on est quand même dans ce qu'on appelait des périodes de crise. Vous vous souvenez sans doute de l'époque où M. Macron disait qu'on allait lever des mesures si on tombait en dessous de 5 000 cas par jour. Là, on est 5 fois plus haut et on n'est pas en état de crise. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on s'habitue. On s'habitue. Mais on considère qu'on n'est pas en grand danger, alors qu'à d'autres époques, je veux dire d'autres époques de la pandémie en France, on considérait qu'on est à un niveau extrêmement élevé, extrêmement dangereux. Alors pourquoi les gens se fatiguent, les gens commencent à gueuler simplement quand on leur demande de prendre des mesures voilà, de type non seulement les gestes barrières, on en a marre. Et bien entendu, quand une population en est à cesser de raisonner pour dire simplement on en a marre, on est mal barré. Mais les gouvernements doivent en tenir compte. En plus, l'information du public est très limitée quant à ce qui est un véritable danger d'hypersurveillance et des choses de cet ordre-là. On confond tout. Le pass sanitaire, on nous parle de... Voilà, on nous parle de... J'allais utiliser un mot qui me donnerait un point Godwin et je ne vais pas le faire, mais on nous parle de ça comme l'horreur absolue. Qui sont les gens qui crient quand on parle de pass sanitaire? Bon, d'abord, il y a ceux qui sont contre le gouvernement, et alors le gouvernement peut dire vraiment n'importe quoi et on va se mettre à gueuler. Les gens qui sont contre le pass sanitaire, c'est certainement pas les gens qui ont voyagé un jour, parce que les gens qui ont voyagé un jour connaissent l'existence du passeport. Et non seulement ça, mais si ce sont des grands voyageurs, ils connaissent le pass sanitaire parce qu'ils l'ont eu depuis très longtemps. C'est-à-dire, bon, c'est ce petit carnet, c'est ce carnet médical qui vous permet de passer les frontières dans des pays où il faut être, entre pays où il faut être vacciné contre la méningite, contre la fièvre jaune, contre un certain nombre de choses. Et je peux vous assurer que si vous avez été fonctionnaire des Nations Unies, ce qui a été mon cas, vous avez l'équivalent d'un pass sanitaire et ça vous paraît quelque chose de très normal. J'ai jamais entendu entre fonctionnaires des Nations Unies une discussion entre gens disant c'est un scandale le fait qu'on doit avoir notre carnet de vaccination quand on se promène. Non, ça paraît... c'est même pas de l'ordre de la discussion comme ça en passant, ça entre même pas dans les conversations, c'est même pas vu, ça paraît tellement de l'ordre de la nécessité qu'on n'en parle pas. Alors je me suis intéressé, bon, vous savez j'ai une formation de psychanalyste et j'exerce ce métier. Je suis allé un peu voir, j'ai fait un peu de provocation sur mon blog. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas essentiellement des gens qui ont peur d'avoir une piqûre? Bon. Et alors là, certaines réactions m'ont montré que oui, manifestement. Il y a un monsieur, c'était hier d'ailleurs, il est monté sur ses grands chevaux en disant, comment osez-vous montrer une vidéo qui montre, et alors tenez-vous bien, qu'est-ce que j'avais montré? Qui est-ce qui avait atteint le niveau du scandale absolu? Est-ce que j'avais montré voilà, des terroristes assassinant des personnes ici ou là? Non, j'avais montré une vidéo qui circule et qui fait sourire. Bon, on rit pas aux éclats, mais qui fait sourire. C'est un monsieur qui a très très peur de la vaccination qu'on va lui faire et qui se conduit de manière absolument infantile et ridicule par rapport au danger ou à la douleur que représente cette piqûre. Mais voilà, le psychanalyste Jorion, il est au courant, il sait que les gens n'aiment pas qu'on pénètre leur corps avec quelque chose. Bon, ça peut être du consenti, et c'est du truc comme ceci ou cela. Encore qu'il y a un grand mouvement, vous le savez, qui est en ce moment une sorte de mouvement politique contre la pénétration. Les gens n'aiment pas, on n'aime pas une intrusion, surtout avec un truc qui, bon, c'est une arme, cette seringue est une arme, on vous la montre bien, on vous dit ça ne va pas faire mal, mais comment voulez-vous croire que, véritablement, si vous n'avez jamais été piqué, que ça ne va pas vous faire mal qu'on vous enfonce ce truc dans la peau? Le fait est que la plupart, à moins que le liquide lui-même est un liquide qui provoque de la douleur au moment où il se répand, par exemple de manière intramusculaire ou
Je crois qu'on fait pas d'intraveineuse. Si, parfois on tombe, voilà, on tombe sur une veine alors qu'on essaye d'être dans le muscle et ça vous fait vachement mal et c'est pour ça qu'on l'a pas fait dans une veine, etc. Oui, ça peut faire mal. En général, les gens réagissent bien parce qu'on sait que c'est pour vous protéger contre un mal bien plus grand que cela. Donc, il n'est pas idiot de dire si on avait une solution buccale pour le vaccin, il y a un certain nombre de gens qui ne s'opposeraient pas à ça comme ils le font maintenant. Ce qui avait attiré mon attention là-dessus, c'était d'avoir regardé avec attention une vidéo américaine où c'était dans l'État du Kansas et on demandait aux gens aux gens qui ne veulent pas être vaccinés, on leur demandait pourquoi. Et là, ce qui m'avait frappé, c'est que les gens qu'on interroge ne viennent pas avec une même explication. Ils ne disent pas tous, le gouvernement nous prend pour des cobés, et donc je ne sais pas ce qu'on met exactement là-dedans, et donc je me méfie. Non, les gens viennent avec une douzaine d'explications différentes. Si l'explication qu'ils donnent était la véritable explication, il n'en donnerait pas une douzaine, il y aura un certain nombre de gens qui diraient la même chose, et pas en ordre dispersé. Donc ça a attiré mon attention, je me suis dit, ils cachent peut-être quelque chose. Ils disent peut-être pas exactement ce qu'ils pensent véritablement, et du coup j'ai pensé à ça. Alors, il y a d'autres éléments, bien sûr, dans les gens qui refusent d'être vaccinés. Il y a ceux, effectivement, qui ont une haine du gouvernement. Je ne mettrai pas les gens qui ont une aide du gouvernement dans la même catégorie que ceux qui vous disent qu'on cache des puces numériques là-dedans ou je ne sais pas, ou des bombes atomiques dans le vaccin et ainsi de suite. Là, on est dans une autre catégorie, je dirais, c'est les gens qui n'ont pas assez d'instruction ou dont le quotient intellectuel n'est pas assez élevé et qui ne comprennent pas le principe de la vaccination et qui ne comprennent pas qu'on ne met pas des puces numériques dans des vaccins ou des bombes atomiques ou que sais-je encore. Et là, ce sont des gens essentiellement qui ne comprennent pas comment ça marche et qui aiment bien cacher, je dirais, cacher leur manque de connaissances sous les mauvaises intentions du gouvernement. Et ça, là aussi, il y a une explication de type psychanalytique. Pourquoi est-ce que ces gens réagissent de cette manière-là? Ce sont des gens qui, parce qu'ils n'ont pas des moyens intellectuels très très poussés, et bon, là je vais dire des choses qui vont encore faire sauter les gens au plafond, sont des gens qui, dans la vie, se sont souvent fait rouler. Bon. Parce qu'on attire des gens plus intelligents qu'eux autour d'eux, en ont tiré parti et leur ont fait faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Ils se sont retrouvés, je dirais, comme deux ronds de flanc parce qu'ils n'avaient rien compris de ce qui se passait véritablement. Et ce sont des gens pour qui c'est un mécanisme de défense. Me dire on me veut du mal parce que le fait est qu'on leur veut du mal parce qu'on a toujours tiré parti du fait qu'ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Bon. Il y a un dernier élément, je dirais, de cet ordre-là, qui n'est pas du politique, qui m'a été mentionné il y a, avant-hier. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ça, mais pourquoi pas le mentionner pourquoi je le mentionne? Parce que moi, j'ai travaillé essentiellement dans d'autres pays, dans le secteur privé. J'ai travaillé dans d'autres pays que la France. Et là, la personne qui parle, c'est une personne qui a beaucoup travaillé dans le secteur privé en France et qui me dit la chose suivante. Les gens pensent implicitement que les vaccins, ça doit être de la même qualité que les produits dans l'entreprise où j'ai travaillé. Et là, ces gens savent qu'on maquille, on bidouille, on fait passer des produits pour être d'une qualité bien supérieure à celle qu'ils ont véritablement, avec la complicité d'à peu près tout le monde. Alors, pas de tout le monde absolu. Il y a ce qu'on appelle des idéalistes, où on les appelle je ne trouve plus le nom, des perfectionnistes, et on les met au rencard parce que c'est des emmerdeurs, parce que c'est des gens qui disent il faut se débarrasser d'un lot de 100 000 parce qu'il y a une anomalie, et les autres réponses, on ne se débarrasse pas d'un lot de 100 000, quand c'est un lot de 100 000, on invente quelque chose et pour faire passer ça pour autre chose que la camelote que c'est. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui jouent maintenant. C'est-à-dire que, et ça aussi c'est un peu l'expérience du psychanalyste, on parle beaucoup de politique, mais il vient un jour où quand on analyse la politique, on tombe sur des types psychologiques.
Ce sont des types de personnalités. Quand on vous dit aux États-Unis, les gens qui refusent la vaccination, ce sont des partisans de Trump. Oui, ce sont des partisans de Trump. Mais est-ce que la causalité va dans ce sens-là? Est-ce que je suis partisan de Trump, donc je refuse la vaccination? Non, quand on regarde qui sont les partisans de Trump, les partisans de Trump, ce sont les gens avec une faible éducation, des Blancs, avec une faible éducation, faible revenu. Et ce sont les mêmes personnes qui refusent la vaccination, personnes à faible revenu et à faible niveau d'éducation. Alors, c'est peut-être là que la causalité joue, pour les raisons que j'ai dites, difficulté à comprendre un raisonnement un peu compliqué, peut-être des phobies de l'aiguille, etc. Peut-être aussi l'expérience d'avoir travaillé dans des entreprises où bon, c'est pas de la plus haute qualité. Encore que là, bon, là je dois le dire parce que j'ai travaillé aux États-Unis plus de 12 ans. Bon, j'étais là 12 ans, mais je travaillais pour des entreprises américaines à d'autres moments qui m'obligeaient à me retrouver là. En gros, la qualité, il y a des rambardes bien supérieures quant à la qualité des produits aux États-Unis qu'en France. Bon, là, je vous l'ai dit, je n'ai pas une expérience très très importante d'avoir travaillé dans le privé en France, un tout petit peu, mais là, en Allemagne, là où on a fait les vaccins, en Allemagne, aux États-Unis, on fait ça bien. Quand on nous dit il y a quelque chose qui s'est échappé du laboratoire à Wuhan, on a vu, on ne sait pas encore exactement, mais on a vu qu'il y avait des normes de sécurité qui n'étaient pas respectées, qu'on faisait, qu'il y a des expériences dangereuses qui ont été faites avec un niveau de sécurité qui est l'équivalent de celui qui doit être dans l'arrière-boutique d'une pharmacie. Donc, bon, voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? Le point sur contagion, dangerosité, etc. On a un variant Delta, bon, on vous a expliqué, si on n'arrive pas à éradiquer la maladie, il va passer entre les interstices, et ça c'est un processus purement darwinien, quelque chose qui va être meilleur. Ça ne va pas être meilleur parce que le virus cherche à faire ceci ou ça, c'est simplement, ce sont des mutations, il va y avoir des choses qui passent entre les types de vaccination, qui va apparaître simplement par des mutations et qui risquent d'être plus dangereux. Ils risquent aussi d'être moins dangereux, mais il y a aussi des trucs qui risquent d'être plus dangereux. Et alors là, bon, j'entends des chiffres, des gens qui disent oui, même au gouvernement en France, je crois, quelqu'un qui dit le Delta variant est 1000 fois plus contagieux. Non, le chiffre 1000 circule, c'est parce que la charge virale dans les jours qui précèdent l'apparition de symptômes, la charge virale est 1000 fois plus élevée. Donc, c'est-à-dire, c'est un truc plus solide que le alpha, que le bêta. Donc, alors, comme on est plus malade et que maintenant on vous maintient, on vous empêche de mourir quand même plus longtemps, vous êtes davantage contagieux. Le truc lui-même est davantage contagieux, etc. De 50%, etc. Là, je ne vais pas vous donner des chiffres que je ne connais pas avec précision. Mais donc la nouvelle vague, la quatrième vague en France, la cinquième vague aux États-Unis, enfin ce qui vient du Delta, qui a été, bon, ça recule un peu aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais on a eu des pics. Hein, on a eu ces jours derniers, la semaine dernière, on a eu des pics en Royaume-Uni et aux Pays-Bas qui étaient du même niveau que dans les grandes vagues précédentes. Bon. Alors, est-ce que tous ces gens ne circulent pas? Si, il y a des gens qui circulent. Et puis, il y a les breakthroughs. Je ne sais pas s'il y a déjà une expression en français. Ça va être comme d'habitude. On aura la flemme de traduire et on va dire les breakthroughs. Qu'est-ce que c'est les breakthroughs? C'est les gens qui ont été vaccinés et qui l'attrapent quand même. Bon. Alors ça, les firmes nous l'avaient dit. Nous avaient dit, bon, si c'est un nouveau variant, ce serait peut-être pas 100% sûr, mais il est probable que si vous l'attrapez et que vous êtes vacciné, ce sera une forme relativement légère et on peut presque vous garantir que vous n'en mourrez pas. Bon.
Il y a aussi le fait qu'on a compris dans les hôpitaux au bout d'un an et demi quand même comment il fallait accueillir des gens, qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins efficaces, qu'il fallait faire baisser le plus rapidement possible l'inflammation et des choses comme ça. Donc il y a d'une part le fait qu'il y a déjà quand même pas mal de gens vaccinés, disons allez 50%, et que ces gens-là, en général, quand ils l'attrapent, le delta, eh bien bon, ils vont pas remplir les cimetières et ils vont probablement pas se retrouver non plus en réanimation dans les hôpitaux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas une grippe solide, mais enfin bon. Et puis il y a ceux qui ne sont pas protégés du tout, qui ne sont pas vaccinés, etc. Et là c'est un problème parce que voilà, on nous avait fait des calculs sur le variant alpha. On disait s'il y a 65% de la population qui est immunisée parce qu'ils l'ont eu ou ils ont eu un vaccin, ça ira, ça marchera. Avec le Delta, on fait les calculs, il faut qu'il y ait 90-95% de la population qui soit vaccinée. Et ça, c'est très difficile à obtenir pour les raisons que je l'ai dites, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas se faire vacciner, toujours pour de mauvaises raisons, souvent, comme j'insiste, souvent pour des raisons qui ne seront pas tout à fait celles qu'ils affirment ne sont pas exactement les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, parce qu'il y a aussi des positions qui coïncident avec d'autres choses. Si vous êtes d'extrême droite, vous serez sensible à la propagande d'extrême droite qui vous dit qu'il ne faut pas vous vacciner, des choses de cet ordre-là. Alors, où est-ce qu'on en est ? On a des vaccins, on continue à travailler sur les vaccins, c'est pas une mauvaise chose qu'on ait les vaccins. Est-ce que ça vous protège entièrement? Non. Ce qu'on voit dans les cas les plus graves en ce moment, c'est plus des vieux dans les EHPAD, heureusement, c'est plus des vieux comme moi non plus, je veux dire dans la tranche 65 80 ans, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Et quand ils l'attrapent, ils attrapent vraiment des saloperies. Ils restent longtemps en hôpital. Apparemment, on reste quand même plus longtemps en hôpital avec le Delta qu'avec d'autres choses. Et les séquelles, c'est-à-dire comment, le lining, comment appelle-t-on ça, il y a des mots que je trouve jamais en français. Enfin bon, le tissu à l'intérieur des vaisseaux sanguins est particulièrement sensible au virus, et là il peut y avoir des désastres, de véritables catastrophes, et des choses qui peuvent durer très très longtemps. Je regardais, il y a un reportage, la personne sort de l'hôpital, un reportage américain, 167 jours plus tard de l'hôpital. C'est long, hein, ça fait quoi? Ça fait 5 mois. C'est peut-être c'est peut-être pas le cas le plus courant, mais enfin voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Et cette personne, elle a quoi? Elle a 45 ans, c'est pas comme on disait autrefois. Ça fait partie de la propagande en France d'un certain nombre de gens dans un certain milieu, c'est-à-dire on se débarrasse simplement de tous les gens qui ont plus de 90 ans et ça ne fait pas grande différence, qui meurent cette année-ci ou l'année suivante, ça ne fera pas de différence. Non, maintenant ce sont des gens jeunes. Dans les interviews, vous voyez, on parle d'enfants de 8 ans qui sont morts à l'hôpital avec ça. C'est toujours aussi dangereux. Et le problème, c'est qu'on aurait pu imaginer, des optimistes comme moi se seraient dit, on va comprendre comment ça marche et les gens vont se faire une représentation et ce sera de plus en plus facile d'avoir des politiques gouvernementales raisonnables pour gérer ça. Et pas du tout. Les gens fonctionnent à l'énervement, ils ne se demandent pas si c'est plus contagieux, s'il y a plus de virus, etc. Ils disent je m'énerve, j'en ai marre. Les gens raisonnent en termes de j'en ai marre. Ce qui n'est pas, le j'en ai marre n'est bien entendu pas, je dirais, le summum de la rationalité. C'est qu'est-ce que ça permet? Ça permet, voilà, comme on voit en France en ce moment, des manifestations où vous avez absolument tout le monde de l'extrême droite à l'extrême gauche qui crie sur l'hypersurveillance. L'hypersurveillance, mes amis, elle n'est pas là. Moi, j'ai écrit un livre sur l'hypersurveillance en 2011, ça fait 10 ans. C'était à l'époque où on parlait de M. Assange, on ne parlait pas encore de M. Snowden, j'ai parlé de l'hypersurveillance. L'hypersurveillance, elle est dans l'affaire Pegasus. Elle n'est pas dans le gouvernement qui met des puces numériques dans les vaccins. Mais ça, comment convaincre l'opinion que l'hypersurveillance, elle est là?
Et c'est une chose que je dis souvent quand on dit oui, regardez l'hypersurveillance en Chine, etc. Oui, et je dis la différence entre la Chine et nous, c'est que l'hypersurveillance, c'est le gouvernement qui s'en occupe en Chine, et chez nous, c'est les entreprises privées. Est-ce que ça veut dire que les entreprises privées sont moins efficaces que le gouvernement ? Si vous êtes un tout petit peu libéral, vous savez que c'est un des credos du libéralisme, que les entreprises privées sont plus efficaces que le gouvernement. Alors pour ce qui est de l'hypersurveillance, on le voit chez nous. Alors c'est quoi l'hypersurveillance? Vous arrivez à la gare et pour la première fois à la gare, il y a un panonçon qui dit voilà, il y a une caméra qui vous filme pour votre sécurité. Pour votre sécurité. C'est pour votre sécurité. C'est pas pour vous surveiller, vous. Bon, parce que vous n'êtes pas un criminel. C'est pour vous protéger. Bon. C'est vrai, sinon on ne le ferait pas. Mais le fait est qu'on surveille des tas de gens qui font jamais grand-chose et qui ne voleront même pas une pomme à la buvette de la gare. On vous surveille comme ça, à tout hasard. Et ça vient. Et ça, le problème, c'est que les gens, ça, ils ne le voient pas. Le pass sanitaire, là, ils vont gueuler comme des putois, parce qu'on en parle. C'est difficile d'être un gouvernement, d'être raisonnable, surtout quand c'est un gouvernement comme la plupart des gouvernements européens qui ont navigué à vue, ils ont pédalé dans la choucroute pendant au moins 1 an au début de la Covid, avec tout ce qu'on nous a raconté, que ce n'était pas nécessaire de porter des masques simplement parce qu'on venait de brûler tout ce qu'on avait, des choses de cet ordre-là. C'est pas évident pour un gouvernement. C'est pas évident parce que c'est un fléau, une pandémie, parce que rien n'empêche effectivement que le prochain variant soit encore 10 millions de fois plus dangereux que celui qui vient d'arriver. Il faut qu'on s'habitue à l'existence de fléaux, d'autant qu'il y en a d'autres qui se préparent en arrière-plan. Vous avez vu certaines inondations dans les pays pas très loin de chez nous. Vous avez vu des grands feux de forêt, qui couvrent la surface de la ville de New York, etc., etc. Et ça vient aussi. Bon, ça, je vais en parler plutôt dans quelques jours. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Et surtout, si nous fonctionnons à l'énervement, on n'est pas prêt d'avancer. C'est difficile. Le problème est difficile. L'hypersurveillance est dangereux, mais il faut la voir là où elle est et pas où elle n'est pas. Difficile à gérer. C'est comme ça, je vais dire le mot, c'est comme ça que les civilisations s'effondrent. C'est quand il y a la panique à différents niveaux et quand la population dit n'importe quoi pour n'importe quel type de raison. À ce moment-là, les choses deviennent très difficiles à contrôler et à gérer, et d'autant plus quand il y a un événement extérieur comme un virus sur lequel nous n'avons pas de véritable pouvoir. On ne peut pas lui dire il faut faire ceci maintenant et puis calmez-vous et ainsi de suite. Non, on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas si ça va venir de forme encore plus virulente. Et donc, tout ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire des gens comme moi? Prévenir, attirer l'attention sur ce qui va encore venir. Je pense à un truc, je vais terminer par ça. Le film Contagion de Soderbergh, Contagion, qui a été fait, c'était il y a 10 ans. J'ai un vague souvenir que c'était 2011. Ce film est très bien fait. Et là, il montre un problème entièrement résolu, et ça j'y ai pensé aussi, entièrement résolu par le vaccin, mais c'est un vaccin sous forme buccale. Là aussi, c'est un petit peu à l'arrière-plan dans ma réflexion sur les piqûres. Mes chers amis, si tous les gens au gouvernement qui imposent la responsabilité sur ces questions de pandémie, si on avait simplement montré ce film qui est bien fait, il y a tout là-dedans. Il y a même le personnage qui connaît le remède miracle. C'est pas dans le film, c'est pas de l'hydroxychloroquine, c'est autre chose. Mais il est là, ce personnage. Fait 10 ans à l'avant. Voilà. Les scénaristes qui étaient des bons scénaristes, ils ont pensé qu'il y aurait des professeurs Perron, des professeurs Raoult et des choses comme ça. Ils les ont déjà mis dans le film. Ils ont mis la peur des gens, le truc, on ne sait pas comment ça marche, etc. Ils ont montré aussi les foules qui gueulent en disant ma liberté, etc. C'est dans le film.
Si on avait montré, si on avait pris au sérieux ce film, on va me dire oui, on ne savait pas que c'était aussi bien fait, que c'était un portrait aussi bien dressé de ce qui allait se passer. Oui, mais enfin, on aurait pu quand même le montrer systématiquement. En plus, il y a des bonnes actrices comme Kate Winslet ou Marion Cotillard. Il y a Matt Damon. Jude Law dans le rôle du professeur R et de bons acteurs en plus. C'est un film pas mal fait du tout. Soderbergh a fait d'excellents films comme Sex, Lies and Videos. Il a bien fait ça et ça nous montre quelque chose qui est pratiquement ce qu'on a connu. Si on nous avait montré ça, si on avait montré ça aux enfants des écoles et surtout aux gens qui ont fait l'ENA et qui croient que parce qu'ils ont fait l'ENA ils comprennent tout, ils auraient eu une certaine information, même en se disant oui, le film ne dépeint peut-être pas les choses comme elles se passeront véritablement. Ce film a représenté à 80 ou 90% exactement ce qui allait se passer. Donc ça veut dire qu'on le savait, que si un scénariste à Hollywood savait comment ça allait se passer, il n'y a pas de raison qu'un ministre en France ne le sache pas à ce moment-là. Bon, ou même 10 ans plus tard. Voilà, allez, je termine et je vous reviens bientôt avec les autres thèmes dont j'ai mentionné à propos desquels j'ai mentionné mon intention d'en parler. Voilà, allez, à bientôt.